Visite fructueuse du président de la République en Chine avec la signature de plusieurs conventions portant notamment sur la réalisation des routes Bamako-Koulikoro, la route de l'espoir au nord du pays, l'extension de la cité universitaire de Kabala et la relance des activités de l'usine de thé de Farako. Les exploitations agricoles dans l'arrondissement central de Koulikoro et dans le secteur de Sirakorola se développent à souhait. C'est le constat fait par le ministre du Développement rural qui était hier en zone OHPN pour s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole 2014-2015. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur le RTM et bienvenue à l'information. Signature de plusieurs conventions entre le gouvernement du Mali et des entreprises chinoises. Les différents projets portent sur la réalisation de routes comme par exemple le tronçon Bamako-Koulikoro et celui appelé la route de l'espoir au nord de notre pays. L'extension de la cité universitaire de Kabala et la relance des activités de l'usine de thé de Farako figurent également parmi les projets retenus. Envoyé spéciaux Abdul Salam Bambara, Amadou Sankare. Le projet qui a le plus retenu les attentions ici, c'est celui relatif à la réalisation d'infrastructures routières dans les régions nord de notre pays. Le protocole d'accord a été signé par le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement et le président directeur général de l'entreprise chinoise CSCEC. Le président de la République salue cette initiative. Pour un premier tronçon qui va relier Tombouctou à Bambara-Maoudé et Douanza, un deuxième tronçon qui va aller d'Ansongo à Menaka et Anderaboukan, et un troisième qui va aller de Kuala à Mourdia, Gumbu et Nara jusqu'à la frontière mauritanienne. Ce sont là vraiment des projets structurants très importants et qui étaient attendus. Et c'est donc vraiment avec plaisir que nous avons assisté à cette cérémonie en insistant auprès de la partie chinoise pour la diligence qu'il faudra mettre à réaliser ces trois rêves anciens et que notre pays soit à l'intérieur en commerce avec lui-même de manière heureuse comme avec le dehors également. La route Bamako-Koulikoro, voilà un autre tronçon qui a besoin d'être réhabilité. C'est pourquoi le président de la République a obtenu là également du partenaire chinois une convention pour la construction de cette route. Il vient de signer plusieurs protocoles d'accord avec le gouvernement du Mali, surtout sur la réalisation de routes prioritaires, la route Koulikoro-Bamako, et en même temps avec le pont sur le fleuve Koulikoro, et la route à partir des Cailles jusqu'à la frontière de la Mauritanie. Et le plus grand projet aujourd'hui qui intéresse aussi les autorités, c'est la situation du fleuve Niger. Il faut vraiment, et c'est une société spécialisée dans les dragages des fleuves, et c'est pour cela qu'ils viennent aussi de signer un protocole d'accord pour les dragages de 400 km reliant de Bamako jusqu'à Kankan. Après les infrastructures routières, place à l'école. Dans ce secteur, la Chine va investir 35 milliards de francs CFA pour l'extension de la cité universitaire de Kabala avec des voies d'accès. On voit l'immensité de ce campus-là qui préfigure la marche universitaire du Mali pour l'horizon. Des universités à la dimension des universités du monde qui comptent. Et un autre très haut lieu de savoir. Il y a une deuxième tranche que nous avons en vue qui va coûter à peu près 35 milliards. L'accord est acquis pour que cette deuxième tranche soit réalisée et que nous ayons à Kabala vraiment une université du futur et qui déjà pour la plupart de ces éléments est visible, sensible, nette et préfigure ce que sera l'université malienne de demain. Entre le bâtiment et l'électricité, il n'y a qu'un petit pas à franchir. Sur ce volet, la société TBA entend apporter à notre pays son expérience à travers plusieurs régions du Mali. Parmi les documents signés, celui concernant la future usine pharmaceutique déjà en chantier à Sanankoroba. La relance des activités de l'usine de thé de Farako, le projet de construction d'une usine de transformation de tomates dans la zone Office Niger, la réalisation d'infrastructures telles un hôtel de 5 étoiles à Bamako pour accueillir le futur sommet Afrique-France sont autant d'accords ayant fait l'objet de signatures entre le Mali et les partenaires chinois. Le chef de l'État dit attaché du prix à tous ces accords.
Voilà à présent le contenu de ces deux communiqués très importants. Sur invitation spéciale du gouvernement de la République populaire de Chine et du professeur Klaus Schwab, fondateur et directeur exécutif du World Economic Forum, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête d'une importante délégation composée des membres du gouvernement, d'opérateurs économiques et d'experts pluridisciplinaires, a participé du 10 au 12 septembre 2014 à la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial 2014 à Tianjin, en République populaire de Chine. Le gouvernement du Mali a saisi l'opportunité qui lui a été offerte lors de ce grand rendez-vous mondial d'affaires. L'objectif étant pour lui de susciter l'émergence de partenaires féconds et dynamiques en faveur du Mali. Le ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, en collaboration avec ses collègues de l'équipement, des transports et du désenclavement, de l'économie numérique, de l'information et de la communication, de l'énergie et enfin celui des mines qui ont participé à cette grande rencontre, animeront le lundi 15 septembre 2014 à partir de 10h une conférence de presse de restitution sur la participation du Mali au World Economic Forum. Cette rencontre avec la presse se tiendra dans la salle de conférence du ministère de l'Industrie, de la Promotion des Investissements, mise en place à terminer 9h30. Et puis cet autre communiqué des partis politiques de la majorité présidentielle dont je vous livre l'intégralité. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué à l'occasion du Forum économique mondial d'été 2014 sa première visite en République populaire de Chine depuis son élection à la magistrature suprême du Mali. Au regard des résultats obtenus et à mi-parcours du séjour, on peut dire que le Forum économique mondial 2014 restera désormais marqué par l'encre indélébile dans nos annales de la coopération, dans les annales de la coopération sino-malienne. En effet, on retiendra que le voyage à Tianjin a offert l'opportunité au président Keïta de donner une nouvelle dynamique à la coopération exemplaire sino-malienne, aspiration des peuples chinois et maliens. En marge de ce forum, le président IBK a également rencontré plusieurs consortiums d'entreprises chinoises pour booster le chantier du renouveau et de la renaissance du Mali dont il s'est fait le chantre dans son projet Le Mali d'abord. Dans ce cadre et sous son impulsion, plusieurs accords et conventions ont été signés dans les domaines aussi variés que les infrastructures, les transports, le logement, l'énergie, le numérique, l'industrie et les mines, soit un investissement de plus de 5 000 milliards de dollars. Au regard de ces résultats exceptionnels, les partis de la majorité présidentielle invitent les populations à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, demain samedi 13 septembre 2014 à partir de 17h. Voilà, le président de la République, IBK, donc en visite en Chine, s'est rendu dans plusieurs sociétés où il a pu constater la haute technologie développée par les différentes entreprises chinoises. Le chef de l'État a salué les efforts accomplis par ce pays dans ce domaine. Envoyé spécial Abdul Salam Bambara, Amadou Sankaré. Tianjin, 15 millions d'habitants. Ici, comme des champignons, les maisons sortent de terre. Une ville de haute technologie, tout comme les autres localités de la Chine. Le président de la République, en compagnie de son épouse, est allé à la découverte de cette expertise. Première destination, l'Institut de recherche technologique. Là, on facilite la création d'entreprises et le financement. On assure également la formation des ressources humaines. À côté de cet institut, la Société internationale dans le domaine de l'ingénierie pétrolière. Elle est spécialisée dans la réalisation de forages en pleine mer, mais également certains grands travaux. Autre géant de la technologie chinoise, c'est bien le National Supercomputer Center in Tianjin, le centre national de l'ordinateur le plus puissant avec ses serveurs de pointe. Cette société a occupé le peloton de tête en 2010 parmi les plus performantes entreprises dans le monde. Ici, nous n'avons pas été autorisés à filmer certains équipements. Le chef de l'État, en visitant ces infrastructures, s'est dit émerveillé par l'ingéniosité du peuple chinois. Voilà, sur invitation de son homologue russe Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine Abdoulaye Diop vient d'effectuer une visite à Moscou. Un séjour destiné à renforcer le dialogue politique entre nos deux pays, mais aussi à relancer la coopération bilatérale avec un pays qui fut dans le temps un des partenaires les plus importants du Mali. C'était la première visite officielle des ministres maliens des Affaires étrangères en Russie depuis 2009. Le ministre Abdoulaye Diop revient sur ce séjour dans la capitale russe. Il était interrogé par nos envoyés spéciaux à Algérie, à Konaté et à Boubacar Traoré. La Russie est un partenaire important du Mali depuis l'indépendance de notre pays
il est important que nous maintenions une bonne qualité de relation avec ce pays, surtout une bonne qualité de dialogue politique au niveau le plus élevé. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes rendus en Russie pour discuter des questions de coopération politique, mais aussi coopération au niveau économique, mais aussi au niveau militaire et une coopération culturelle. Selon certaines informations, vous y étiez parti pour chercher des armes, qu'en est-il? Bon, c'est trop simplifié. Nous partons d'abord, comme vous le savez, on a un dialogue politique avec la Russie. Comme vous le savez, maintenant nous sommes dans le cadre de ce processus d'Alger de négociation. Nous voudrions avoir avec la Russie un dialogue politique et leur donner des informations par rapport au processus en cours ici, qui est pleinement soutenu par la Russie, qui d'ailleurs, je le rappelle, n'a jamais ménagé son soutien au Mali par rapport à son intégrité territoriale et aussi par rapport à l'indépendance du Mali. Donc nous remercions les autorités russes pour ce soutien. C'était pour leur donner des informations par rapport à ce processus et solliciter leur accompagnement. En tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont un rôle clé. Naturellement, en marge de cette discussion, nous avions aussi parlé de la mise en œuvre d'un mémorandum qui a été signé entre le Mali et la Russie en 2009 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Et naturellement, dans le cadre de ce dialogue-là, la Russie a réaffirmé son engagement ferme à continuer à accompagner le Mali, y compris dans le cadre d'un soutien militaire en équipement et en formation pour permettre de doter notre armée, nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires dans le cadre de cette lutte-là. Vous avez parlé donc de ces relations qui étaient très bonnes auparavant. On peut parler aujourd'hui de relance? Bon, on peut parler de relance, naturellement, parce que la Russie est un partenaire très ancien du Mali. Depuis l'indépendance de notre pays, la Russie ou l'ancienne Union soviétique s'est toujours tenue aux côtés du Mali. Et vous savez aussi que même le président Ibrahim Boubacar Keïta, déjà en campagne, s'était rendu dans ce pays pour marquer son intérêt pour ce pays. Et en ce moment précis, il a le désir de renforcer cette coopération avec la Russie. Et c'est dans ce cadre que nous soutenons cette visite par rapport à la volonté présidentielle exprimée de donner un essor important aux relations avec la Russie, qui a toujours été un allié et un partenaire sur lequel le Mali a toujours su compter. Le président de l'Assemblée nationale du Mali a reçu en audience ce matin le président du Haut Conseil des collectivités. Les deux personnalités ont parlé des relations constitutionnelles. Oumarou Aga Mohamed Aïdara, accompagné d'une forte délégation, a vivement encouragé Issaka Sidibé pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée au sein de l'hémicycle. Oumarou Aga Mohamed Aïdara a sa sortie d'audience au micro de Fatoumata Kone. L'Assemblée nationale étant l'institution chargée de réguler les lois de notre pays. Or, qui dit un pays, dit la loi. Donc, c'est la vie de l'ensemble du pays est régie par les différents textes qui se prennent ici dans cette auguste assemblée. On a beaucoup parlé des relations constitutionnelles entre nos deux institutions, parce que vous n'êtes pas sans savoir que s'il y a deux institutions presque jumelles, c'est l'Assemblée nationale et le Haut Conseil de collectivité. Parce qu'on est redevable vis-à-vis du peuple qui nous a aidés. Les députés sont élus au suffrage universel direct et les conseillers nationaux sont élus au suffrage universel indirect. Et nous avons tous des comptes à rendre à ce peuple. Le contenu de cet autre communiqué avant de poursuivre ce journal, le commandant de la compagnie de circulation routière porte à la connaissance des usagers de la route que dans le cadre des travaux d'exécution de la voie de la Corniche par l'entreprise COGEP International SA, le pont situé sur la rivière Diafarana, près de l'immeuble UATT, sera fermé à la circulation demain samedi 13 septembre 2014 à partir de 6h du matin jusqu'au dimanche 14 septembre 2014 à 18h. La circulation sera
réorganisée comme suit. Les usagers en provenance du pont FAD pourront accéder au CICB, à la BICIM et à l'immeuble UATT. Ceux en provenance de l'hôtel Kempinski et de l'ENSIP auront accès aux lieux ci-dessus cités en passant par le carrefour du Monument de la Paix et sous l'échangeur du pont FAD. Le commandant de la compagnie de circulation routière sait compter sur la bonne compréhension de tous. Le CILS, le comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel, et ses partenaires veulent réglementer l'utilisation des intrants agricoles au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette volonté a été concrétisée par la signature du protocole de coopération entre l'Institut du Sahel et le comité des pesticides de l'Afrique centrale ce vendredi au siège de l'organisation. C'était en présence de notre reporter Mamourou Sidibé. La mise en œuvre de la convention qui vient d'être signée entre l'Institut du Sahel et le comité des pesticides de l'Afrique centrale CEPAC contribuera à l'assainissement de la production agricole. L'objectif est de préserver la santé des agriculteurs, des consommateurs et l'environnement. Conscient qu'une bonne gestion des pesticides dans nos différents États passe par l'existence d'un système d'homologation fiable et efficace, le CILS s'est disposé aujourd'hui à mettre à profit son expertise développée à travers le CSP pour une gestion efficace des pesticides en Afrique. Cette convention constituera un cadre qui permettra un partage d'expériences en matière d'homologation des pesticides entre nos deux sous-régions. L'homologation des pesticides qui a motivé cette signature du protocole de coopération a tout son sens. Pour mieux répondre à ces enjeux, le CEPAC a développé un plan d'action qui s'étale sur 5 ans avec la participation des représentants des pays de l'Afrique centrale, du Comité sahélien des pesticides, le CSP, du Centre africain de recherche sur bananiers et plantains, CARBAP, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES à Paris en France, et du programme Initiative Pesticides du Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes. La projection d'un film documentaire sur le Comité sahélien des pesticides a précédé cette signature de convention. Le ministre du Développement rural a été hier en zone OHVN à l'Office de la Haute-Vallée du Niger pour s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole 2014-2015. Constat, les exploitations agricoles visitées dans l'arrondissement central de Koulikoro et dans le secteur de Sirakorola se développent à souhait. Envoyé spécial Ibrahima Tchokari. C'est sous une pluie battante que le ministre du Développement rural a été accueilli à Banani. Dans ce secteur, OHVN Bokari Tereta a visité l'exploitation agricole de plus de 34 hectares appartenant à Dadjo Diarra. Âgé de 49 ans, M. Diarra a bien appliqué les techniques culturales dans ses champs de maïs, de coton, de sorgho sucré en expérimentation, de sésame, j'en oublie volontiers. Après Banani, les visiteurs du jour se sont rendus à Sikuna, un village du secteur OHVN de Sirakorola. Là, le ministre et sa délégation ont visité l'exploitation de plus de 20 hectares, propriété du septuagénaire Mamadou Diankoumba, médaillé du mérite agricole. Avec ses 6 enfants, l'amoureux du travail de la terre fait lui aussi du coton, du maïs, du petit mil, du sésame, du pourguère, des pastèques, à la satisfaction du monde rural. J'avoue que partout, nous avons observé les grandes étendues cultivées, soit du coton, du maïs, du mil, d'autres cultures émergentes, et c'est encourageant. Nous avons visité les champs des 2 producteurs, l'un a emblavé plus de 40 hectares, presque 50 hectares, et le second 20 hectares. Je pense que c'est aussi salutaire. Ça veut dire qu'il y a au moins une augmentation progressive vraiment des tailles des exploitations. Donc les exploitations gagnent en taille, et donc en taille, en équipement et en rentabilité. Pour le président de l'APECAM, entre producteurs et services techniques, la confiance doit être de mise et les conseils techniques sont indispensables dans la réussite de la campagne agricole. Celui qui n'a pas trouvé la chance d'aller à l'école, il faut des visites de terrain pour qu'il puisse voir. Parce que ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. Et parce qu'il n'a pas trouvé la chance d'aller à l'école. Donc il suffit seulement qu'on met les visites d'essence entre les producteurs, l'accompagner très bien. Les cultures céréalières, les cultures industrielles comme le sésame, comme le coton, qui sont en bonnes conditions également. Alors nous pensons que ces derniers jours du mois de septembre et 10 jours dans le mois d'octobre, si on aura à la pluviométrie, nous pensons que alors la campagne sera meilleure cette année. Cette journée de terrain aura été pleine d'enseignements pour le chef du département
et les membres de sa délégation. Monde rural toujours avec les acteurs de la filière coton du Mali en conclave à Sikasso. Cadres, techniciens et producteurs veulent dégager de meilleures stratégies d'amélioration de la procédure de classement du coton graine pour mieux répondre aux exigences de qualité. Compte rendu de Sekou Konaté. Par l'organisation de la présente rencontre qui regroupe les cadres techniques de la CMDT, les représentants des coopératives de producteurs de coton et partenaires, la direction générale de la CMDT veut ouvrir un espace d'échange en vue de proposer les meilleures actions d'amélioration des résultats du classement du coton graine afin d'avoir la qualité souhaitée. Depuis 3 campagnes, le contre-classement du coton graine est effectué dans nos usines par les commis classeurs OCC et au vu des résultats, il se dégage un manque à gagner important. Ce constat nous impose de prendre des mesures énergiques pour inverser la tendance. Occasion donc pour les acteurs de relever les acquis des campagnes passées, les difficultés rencontrées en matière de classement du coton graine, étape fondamentale dans l'obtention de la qualité souhaitée. La solution que nous avons pour atténuer effectivement cette tendance baissière, c'est d'apporter sur ce marché mondial une fibre de qualité. Un espace d'échange fortement salué par les producteurs quand on sait qu'il se situe à quelques semaines du démarrage de la campagne de commercialisation. Je remercie la CMDT pour cette initiative d'échange sur la qualité du coton. Après les consignes de campagne que nous espérons ont été bien respectées, nous serons bientôt en période de commercialisation, d'où l'importance de rappeler les bonnes pratiques de récolte pour permettre à notre pays de présenter des fibres de qualité sur le marché mondial pour le grand bonheur des producteurs de coton et de l'économie nationale. Rappelons que pour cette campagne, la CMDT attend une production record de 600 000 tonnes de coton et 8 millions de tonnes de céréales. Et l'aspect de l'hivernage donne de réels espoirs. En deuxième région, le ministre de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, en visite, s'est rendu à la direction régionale affiliée à son département. Cheikhna Sidi Ahmadi Diawara a échangé avec les acteurs sur le rôle de la statistique et de la planification dans le développement du pays avant d'inviter tous à améliorer la qualité des services. Le ministre a aussi présidé une réunion axée sur la dissémination du schéma directeur de la statistique pour 2015-2019. Un plan d'action dont la mise en œuvre devra coûter 70 milliards de francs CFA. Le ministre de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population visite la direction régionale affiliée à son département. L'objectif est de prendre langue avec les acteurs pour améliorer la qualité des services rendus à travers la statistique et la planification. Et le gouverneur de région Alaï Tessougué de signifier un bienfait de ces domaines. Chaque jour, on initie des marches ici parce que les gens échouent beaucoup au DEF. Il a fallu que le directeur régional de la planification, par rapport à la ville de Koulikolo, et le maire, le directeur de l'académie, se mettent à table pour situer les responsabilités. Nous avons vu que ce n'est pas l'État seulement qui porte les responsabilités. Les parents d'élèves en portaient, les enseignants en portaient et les élèves eux-mêmes en portaient. Et quand nous avons eu à notre disposition tous ces leviers, nous avons su sur quoi agir. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et le taux de réussite a augmenté. Auparavant, le ministre de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population avait présidé une réunion visant à disséminer le schéma directeur de la statistique pour 2015-2019. Ainsi, le compte à rebours d'importants processus est donc lancé en faveur du système statistique national. Le lancement des ateliers régionaux pour disséminer le schéma directeur de la statistique deuxième génération qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres. Donc il fait suite au premier schéma qui a pris fin en 2011. C'est un schéma qui prévoit des activités, des dépenses à hauteur de 70 milliards de francs CFA. Quant au directeur général de l'Institut national de la statistique, il a laissé entendre que la sensibilisation et l'information doivent être de mise pour mieux réussir ce premier plan d'action qu'est la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique.
L'intégration des diplômes des non-voyants dans le circuit de la recherche pour le développement est un souci des responsables du département de l'emploi et de la formation professionnelle. Le ministre en charge du domaine a à cet effet rendu visite aux stagiaires non-voyants affectés par l'APEJ dans les mairies et états civils en communes 5 et 6 du district de Bamako. Mahaman Babi s'engage à trouver des solutions aux problèmes soulignés par les stagiaires et par leurs encadreurs. Adama Koulibaly. Les stagiaires non-voyants affectés dans des services par l'APEJ sont au nombre de 26. Ils sont répartis entre des centres d'état civil du district. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, accompagné par des proches du département et de l'APEJ, s'est rendu dans les mairies en communes 5 et 6 pour faire le constat de leur insertion. La volonté des uns et des autres de faciliter cette intégration ne fait aucun défaut. Il y a quand même des difficultés. Les difficultés, c'est les personnes qui sont chargés de leur encadrement n'ont jamais encadré des personnes vivant avec des handicaps. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que le matériel, l'équipement utilisé au niveau d'une mairie standard n'est pas adapté aux réalités de ces personnes handicapées. Ce que nous avons voulu faire pour régler la première difficulté constatée, c'est déjà de demander à l'UMAV de venir au niveau de ces deux mairies-là, c'est-à-dire les communes 5 et 6, et de faire un briefing sur la manière dont on peut utiliser les compétences des personnes vivant avec un handicap visuel. Et deuxième chose, par rapport à l'équipement, là je lance vraiment un appel aux partenaires techniques et financiers, au secteur privé, de nous aider à équiper ces volontaires-là d'ordinateurs portables avec le logiciel JOS. Avec ce logiciel-là, sur des ordinateurs portables, vraiment, ils peuvent travailler comme les personnes qui n'ont pas de handicap, et ils peuvent contribuer nettement plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Les stagiaires ont remis une lettre de doléance au ministre. Comme solution, le ministre, au responsable de l'APEJ, a demandé une décentralisation des affectations dans d'autres régions. Un autre communiqué dans ce journal, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a l'honneur d'informer tous les opérateurs économiques de la visite au Mali d'une délégation indonésienne pour présenter des produits indonésiens le mardi 16 septembre 2014 à l'hôtel Olympe International à partir de 9h. Les secteurs concernés sont les suivants: produits alimentaires, textiles, chaussures, savons, détergents, de la papeterie et des documents dans le domaine du tourisme. Pour toute information complémentaire, prière de contacter la direction de la promotion et du partenariat de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali au numéro suivant 76 39 22 35 76 43 99 88 et le 76 48 06 55. Le président sait pouvoir compter sur la mobilisation du monde des affaires du Mali. Lancement ce vendredi à Bamako du projet appui à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et la réhabilitation économique des femmes affectées par les conflits au Mali. Ce projet est le fruit du partenariat entre ONU Femmes et l'ambassade de Suède au Mali. Reportage de Rachel Tessougé. Le bien-être des femmes au Mali est au cœur des actions d'ONU Femmes. C'est dans ce cadre qu'elle a initié le projet appui à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et réhabilitation économique des femmes affectées par les conflits au Mali. Ce projet d'un coût total de près d'1 milliard de francs CFA s'étendra sur 2 ans. Il devra contribuer au relèvement du niveau économique des femmes affectées par la crise au Mali. Ce programme vise à adresser une question essentielle qui est la question du redressement économique et de la réinsertion des femmes, qui est un premier pas vers la justice. Les informations sur les droits des femmes sont également jugées comme une condition sine qua non pour renforcer la capacité de ces femmes à négocier une place dans les processus de reconstruction et de réhabilitation au niveau national. Le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille estime que la réintégration des femmes dans le tissu social et économique est essentielle pour le développement du pays. Meurtries par plusieurs mois de crise, les femmes maliennes se doivent désormais de retrouver leur dignité. Ce processus passe par une prise en charge efficace des victimes de violences basées sur le genre, ainsi que par la réhabilitation économique des femmes qui ont souffert de la crise. Pour une bonne mise en œuvre du projet, des mesures législatives et réglementaires seront mises en œuvre pour prévenir et punir les violences basées sur le genre.
Propriété intellectuelle et sécurité alimentaire en Afrique, c'est le thème retenu cette année pour la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Créée par l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle en 1962, cette journée est célébrée le 31 septembre de chaque année. À cette occasion, le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, dans son message, encourage les chercheurs et les investisseurs à s'associer davantage pour la modernisation de notre agriculture. Nous vous proposons de suivre ce message recueilli par Ba Traoré. Le système de la propriété intellectuelle, en tant qu'il stimule l'innovation et favorise le partage des connaissances, est un atout majeur pour la réalisation durable des 4 piliers de la stratégie africaine définis dans le plan détaillé de développement de l'agriculture africaine, PDDAA, mis en œuvre par le NEPAD. En effet, qu'il s'agisse de la gestion des terres et des eaux, de l'accès au marché, de l'approvisionnement alimentaire et de la réduction de la faim, ou bien de la recherche agricole, les objets appropriés de la propriété intellectuelle peuvent accroître de manière significative les résultats escomptés lorsqu'ils sont utilisés à temps et de manière judicieuse. Le système de protection de la propriété intellectuelle peut, de manière générale, contribuer à mobiliser davantage l'investissement privé, national et international, en vue de créer de nouvelles ressources agricoles accessibles aux couches les plus vulnérables de la population. La célébration de cette journée est donc une occasion pour encourager les chercheurs et les investisseurs en les associant étroitement aux programmes et projets relatifs à la sécurité alimentaire, un défi de l'innovation et d'organisation pour lesquels l'Afrique possède des atouts et n'en a pas à douter et face auxquels la mobilisation devrait être générale. Voilà, toutes nos excuses pour ce lapsus qui m'a fait dire 31 au lieu du 13. C'est donc demain 13 septembre que sera célébrée dans notre pays la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Vous avez donc suivi tout à l'heure le ministre, à cet effet, le message du ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Dans le cadre de ces prises de contact, le commandant du théâtre des opérations Maliba a effectué une série de visites à la 2e compagnie de soutien aux directions zonales du commissariat des armées, du matériel, des hydrocarbures et des transports à l'infirmerie de la zone de défense numéro 1, au GTIA 8 et 9 basé à Gao. Le colonel-major Younoussa Baradji Maïga a apprécié le travail abattu par ces hommes. Le reportage de la DIRPA avec le commentaire de Daouda Zoumana Traoré. Au niveau de tous ces services spécialisés et des 2 groupements tactiques inter-armes, le colonel-major Younoussa Baradji Maïga s'est entretenu avec les hommes. Dès l'entame de ses propos, il leur a transmis les remerciements des plus hautes autorités du pays. Le Com-Théâtre a aussi beaucoup insisté sur le strict respect des textes réglementant le métier des armes. Il a recommandé aux hommes de mettre la nation au-dessus de tout. Le GTA 8 et le GTA 9 constituent le QRF de notre système. Donc il faut bien reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et puis les encourager à aller de l'avant. Les chefs des 10 services GTA ont beaucoup apprécié la visite du Com-Théâtre qui, selon eux, réconfortera davantage le moral des hommes. Recevoir la visite d'un chef, c'est une marque d'attention qui nous va droit au cœur. Ça nous rappelle ce pourquoi nous sommes là, le fondement de notre mission surtout. Et surtout, ça nous encourage à redoubler d'efforts. Cette visite ne fait que renforcer et donner beaucoup plus d'éclat à ce que nous, on était en train de faire ici. C'est très réconfortant, étant donné qu'on est tous sur le terrain. Si on reçoit ce qu'on appelle la visite de nos chefs, ça nous réconforte et ça réconforte les hommes. Le Com-Théâtre compte entreprendre d'autres visites dans le futur pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes et aussi leur livrer des messages réconfortants.
C'est demain samedi que le premier convoi du Hajj 2014 de la filière gouvernementale quittera Bamako pour Médine en Arabie Saoudite. Ils sont cette année au total 9000 pèlerins, toutes confessions confondues, 1000 pour la filière gouvernementale et 8000 pour la filière privée. À quelques heures de leur départ vers les lieux saints, le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Amadou Omar As Diallo, a rencontré ce matin la commission d'encadrement du Hajj dans les locaux de son département en présence du délégué général adjoint du Hajj, Thierno Aditiam, pour donner des consignes et prodiguer des conseils au nom du gouvernement et du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous écoutons le ministre Thierno Amadou Omar As Diallo et Thierno Aditiam au micro de Moussa Arimaïga, Soumaïla Ouedrago, Moudibou Fofana, qui seront nos envoyés spéciaux à la Mecque. Vous savez, ceux-là sont dans la logique de ce qui a été fait par les califes du prophète, paix sur lui, Sayyidina Ali, Sayyidina Boubacar, on vous l'a dit, le premier guide pour le premier pèlerinage et le dernier aussi du prophète, paix de l'islam. Alors donc ils sont sur cette voie. Donc c'est toute la portée religieuse et spirituelle de cette action qu'ils iront remplir au nom de l'ensemble des 15 millions de Maliens et des 9000 pèlerins maliens. Alors donc ils ont à appréhender toute la dimension de leur responsabilité afin que les pèlerins maliens dans leur totalité, pas filière gouvernementale ni privée, soient bien encadrés, que le Mali ait une très bonne image. Au-delà de cela, leur donner le message du président de la République. Ce message, c'est d'être sûr et rassuré qu'à tout moment, l'État fera tout pour que tout ce qui est de l'organisation du pèlerinage aille en s'améliorant. Notre mission, c'est d'encadrer tous les pèlerins maliens, les 9000 pèlerins maliens. Même si nous sommes divisés entre privés et filières gouvernementales, mais l'essentiel sont tous des Maliens. On doit les conseiller et il faut une grande solidarité entre tous les encadreurs, filières gouvernementales comme privées, parce que nous allons défendre le Mali. Il s'agit du Mali, les pèlerins maliens. Donc l'Arabie Saoudite a ses règlements, a sa culture, on doit les respecter. Les Maliens aussi doivent se respecter et respecter Dieu, parce que le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Quand on va chez Dieu, on doit se comporter comme un vrai musulman. Quand on comprend ça, le pèlerinage devient très facile. Première campagne de réparation de la fistule du projet Fistule Mali à Caille. Au cours de cette première campagne, ce sont 20 femmes fistuleuses qui ont été opérées à l'hôpital régional Fousséni Daou. Financé par l'USAID, le projet Fistula Mali a pour objectif de former des agents de santé pour assurer des interventions chirurgicales après les campagnes et s'occuper de la prise en charge gratuite des malades. Prise en charge qui s'élève à plus de 400 000 francs CFA par malade. Kansoutou Konté. Elles sont 20 femmes à être opérées de la fistule à l'hôpital régional Al-Foussendao de Caille. Cela a été possible grâce à Fistula Mali. Financé par l'USAID, le projet Fistula Mali, qui est à sa première campagne à Caille, a pour objectif de venir en aide aux femmes malades de la fistule en assurant leur prise en charge gratuite avant et après les interventions chirurgicales qui s'élèvent à plus de 400 000 francs CFA par malade. La fistule n'est plus une honte parce qu'on est capable de l'opérer dans les différentes structures de notre pays. Il suffit juste qu'ils acceptent de faire sortir les femmes pour qu'on leur donne la chance d'être traitées et simplement de retrouver la dignité. Accompagné d'une délégation, le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur est allé au chevet des malades pour constater leur état de santé après l'opération. Ce que je viens de voir ici est un travail formidable. Un travail qui nous a permis de constater que des vies qui avaient échoué sont en train de regagner espoir. Avant le début de ce projet qui couvre 5 années, il y a une évaluation de tous les services impliqués dans la prise en charge de la fistule obstétricale. Donc, suite à cette évaluation, il y a des insuffisances qui sont là, que les partenaires Fistula Mali vont aider à gérer. Auparavant, le professeur Ali Tembeli a fait l'historique de la fistule avant d'inviter les femmes enceintes à se faire consulter dès les premiers mois de grossesse afin d'éviter des complications telles que la fistule au cours de l'accouchement. Comment empêcher l'exode des enfants de la commune de Ourou dans le cercle de Bougouni? Le sujet est au centre d'un projet lancé par l'ONG Enda Mali. Le projet sera basé sur des activités de formation de jeunes à la construction d'écoles et à la sensibilisation de leurs parents sur les avantages de l'école. Adam Koulibaly.
Ce village s'appelle Ourou. Il est le chef-lieu de commune rurale de 7 villages pour plus de 8000 habitants. Beaucoup de pères déscolarisent leurs enfants adolescents pour le travail dans les placères comme recherche de solutions à leur pauvreté. Enda Mali, une ONG internationale de défense des droits des enfants, cherche à résoudre cette équation en proposant des solutions de lutte contre la pratique. Le droit à l'éducation est un droit fondamental qui interpelle tous. En effet, environ 100 millions d'enfants de 6 à 11 ans dans le monde n'ont pas d'opportunité pour avoir une éducation scolaire. L'ONG, appuyée par ses partenaires, vient de lancer un projet d'accompagnement des communautés avec la construction d'écoles, de formation professionnelle des enfants et à une sensibilisation des populations sur les avantages de l'école. Un projet qui sera suivi pendant 3 ans. Les autorités locales partagent cette bonne volonté. J'ose espérer que durant les 3 années, le professionnalisme et l'engagement de l'équipe de mise en œuvre du projet permettront de créer un cadre multi-acteurs autour de la problématique du travail des enfants dans les sites d'orpaillage traditionnels dans le cercle de Bougouni. Dans cette localité du cercle de Bougouni, l'agriculture et l'élevage, qui sont les principales activités des populations, laissent aujourd'hui place à l'orpaillage et aux coupes de bois abusives, détériorant leur environnement. 12 kg de drogue dure pour une valeur marchande de plus de 300 millions de francs CFA. C'est l'importante saisie effectuée par la brigade mobile d'intervention de Sikasso dans la nuit du 16 août sur l'axe Zegwa-Sikasso dans un camion de transport de marchandises. Le compte-rendu de Sekou Konaté. Cette importante saisie porte sur 12 kg d'amphétamine, une drogue dure qui prenait ainsi la route des marchés maliens. Mais c'était sans compter avec la vigilance des soldats de l'économie le long de nos frontières. Nous sommes dans la nuit du 16 août sur l'axe Zegwa-Sikasso. Après les vérifications usuelles, l'agent a été plus pointu. Donc il est rentré dans la cabine, il a essayé de fouiller dans la cabine, voir ce qu'il y a là-dedans réellement. C'est à partir de cette fouille minutieuse qu'il a découvert sous la banquette arrière un colis dissimulé de couleur noire qui contenait ces produits-là. C'est à partir de là que la découverte a été faite. Nous avons procédé à des prélèvements d'échantillonnage qui ont été acheminés vers notre direction générale au niveau du conseil technique M. Rameau qui détient une trousse de kits de détection de drogue. Estimé à plus de 300 millions de francs CFA, la dangerosité de ce produit a été certifiée par le Laboratoire national de la santé dirigé par le professeur Benoît Yaranga Koumaré. D'où la nécessité d'une synergie d'action pour endiguer le fléau du trafic de drogue. Dans un pays, quand il y a une introduction importante de drogue, ça déstabilise toute l'administration, ça déstabilise la société, ça crée l'insécurité. Et c'est à ce niveau, et sur le plan sanitaire aussi, ça détruit la jeunesse. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à l'ensemble des populations pour qu'elles collaborent avec les services chargés de la répression des stupéfiants. La quantité désormais saisie sera mise à la disposition des autorités compétentes en la matière pour suite à donner. Et l'auteur de la tentative d'introduction de drogue dans le pays, traqué jusque dans son dernier retranchement. Un mot de sport, la Fédération malienne de boxe, dans le cadre de sa politique de relance de la discipline dans nos régions, organise à Koulikoro demain samedi 13 septembre dans la salle Siramouri Diabaté le gala d'inauguration du ring de Koulikoro à partir de 16h. Ce gala est placé sous la haute présidence du gouverneur de la région, Alaï Tessougué. Et puis page noire de ce journal, Khalil Baber Touré, premier speaker en langue soraï de l'ORTM, n'est plus. Il est décédé hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 91 ans. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à Badlabougou. C'était en présence des confrères de la communication, des parents, amis et sympathisants de Tombouctou, mais aussi des proches collaborateurs. Fadema Keita. Premier chroniqueur soraï à la radio Soudan depuis 1957, Khalil Baber Touré est né en 1923 à Tombouctou. Passionné de l'information, Khalil a successivement servi au ministère de l'Information et comme documentaliste à l'Assemblée nationale. Il est resté fidèle à ses auditeurs jusqu'en 1985, date à laquelle il fit valoir ses droits à la retraite. J'ai eu à travailler avec le papa Khalil Baber Touré, c'était les années 76-78. Je l'ai trouvé ici, lui et El Hadj Brahma Koulibaly, qui faisait le Bambara. Et
Makki Cham, qui faisaient le Peul. En ce moment, j'étais très jeune entre eux, mais ce sont eux qui m'encadraient, me donnaient des conseils. Membre influent de l'association des ressortissants et sympathisants du cercle de Tombouctou, Khalil Baber Touré est reconnu par ses pairs comme personnage intègre, pieux et patriote. Nous ressentons tous cette douleur. Khalil, non, pour vous et pour nous, c'est un pilier que nous venons de perdre. Khalil, c'est une fierté de Tombouctou et une fierté pour tout le Mali. Pour nous, Khalil est un symbole. Khalil est l'homme de tout le monde. Tout le monde le sait dans le milieu Soraï. Sa rigueur pour l'éducation, sa rigueur pour le comportement. Il s'est toujours battu pour que les enfants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans le sens d'épanouissement de la famille. Sous la Troisième République, il sert dans l'équipe mobile de Tombouctou comme élément du commissariat au nord pour la paix et la réconciliation. Il laisse derrière lui une veuve, 5 enfants dont l'actuel speaker de la langue sur leur thème, des amis et sympathisants très attristés. Puisse le Tout-Puissant accorder sa grâce éternelle au doyen Khalil Baber Touré. Ainsi va la vie et c'est donc la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. L'information revient sur le RTM demain à 13h et je serai là pour l'édition du soir. À très bientôt.